Et voilà, on est de retour avec notre invité Azouz Begag. Alors, bienvenue déjà dans Les Ex. Je vous rappelle cette nouvelle émission, cette nouvelle séquence sur la chaîne Twitch de Pure Pause. Dans cette émission, on recevra d'anciens ministres, d'anciens députés ou sénateurs et pourquoi pas des présidents. Hein. Si M. Hollande ou M. Sarkozy nous regardent, vous êtes les bienvenus pour parler avec eux de l'évolution de la politique. Et pour inaugurer cette émission, je reçois l'ancien ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances sur la présidence de Jacques Chirac, Azouz Begag. Bonjour Monsieur Begag. Tout d'abord, comment allez-vous? Ah, je suis en parfaite santé, c'est super important. J'ai 65 ans et je suis dans une santé époustouflante, puisque c'est le dernier objectif de ma vie, c'est de me maintenir en bonne santé jusqu'à l'âge de 100 ans. Ah, 100 ans. Ah, vous voulez devenir doyen des Français ou pas? Ou c'est pas dans vos projets? Pas du tout, je vais écrire 100 livres quand j'aurai 100 ans. J'en suis là à 66 livres. Oh, c'est un bon rythme. C'est un bon Voilà, rythme. donc je me donne encore 35 ans pour pouvoir écrire 35 livres. Et bah parfait. Bah justement, on va revenir du coup dans cette interview sur votre parcours post-politique et votre parcours politique. Et justement, bah, vous avez parlé de votre carrière d'écrivain. Vous avez explosé, on va dire, dans les années 80 avec la sortie de votre livre, Le Gone du Shahaba. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter ce que c'est la jeunesse dans un bidonville? Comment on grandit dans un bidonville? Ah, aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, j'ai l'impression que tous les élèves qui m'écoutent, dans les collèges, dans les lycées, pensent que je suis un homme de Cro-Magnon. Qu'est-ce que j'ai vécu? C'était il y a des milliers d'années, dans la grotte de Lascaux, ou sous les pyramides des pharaons au Caire, alors qu'en réalité, c'est seulement il y a 40 ans. Hmm. C'est drôle, hein, comme on oublie vite. Il y a 40 ans, je suis né dans un bidonville de Lyon, dans lequel il y avait 25 familles, toutes originaires du même village en Algérie, en Petite Kabylie, qui étaient analphabètes, qui ne savaient pas le français, et qui nous ont fait grandir dans des baraques de bois, de tôle, de plastique, sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans lumière, sans téléphone à part le téléphone arabe. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'on n'avait rien, mais on avait quand même une volonté féroce de devenir des êtres humains capables de trouver la porte de l'ascenseur social. Et cette porte, elle était tous les matins à 8 heures à l'école de la République française. Et Hmm. aujourd'hui encore, 40 ans après l'histoire du Gone du Chahaba, je remercie tous les enseignants qui avaient pour mission de faire découvrir aux enfants de pauvres que nous étions la porte où il y avait la lumière, la connaissance, Hmm. le savoir. C'était la seule, mon père en était persuadé, qui pouvait nous permettre de sortir de ce bidonville pourri et d'accéder aux promesses de la société française égalitaire. Hmm. Voilà. C'est Et drôle parce que quand je dis aux élèves aujourd'hui qu'il n'y avait pas de téléphone, ils ne me croient pas. Aujourd'hui, tous les enfants que je rencontre dans les classes, chacun d'entre eux a un téléphone portable dans la main. hmm. Chacun, avec 1 milliard d'applications, avec un accès à toute l'information présente et l'information du passé de toute l'humanité. Et ils ne sont aujourd'hui pas plus intelligents que les enfants du bidonville avec lesquels j'ai grandi il y a 50 ans. Hmm. Et Et donc, ju- ils ont du mal à comprendre que ce qui s'est passé dans mon histoire, c'était il y a quelques décennies et non pas quelques millénaires. Ça et- me fait et- souvent rire. Et justement, moi, j'ai regardé plusieurs de vos interviews du coup pour préparer celle-ci et vous racontiez que votre professeur vous avez placé au premier rang à côté du meilleur élève. Ça vous a aidé aussi si je puis dire, de suivre votre professeur et pas forcément de faire l'école buissonnière ou des choses comme ça? Ben, je crois que c'est surtout moi un jour qui ai décidé d'aller au premier rang.
Mmh. Parce que déjà, on voyait mieux le prof, le tableau, et ensuite, on était mieux vu par le prof. Et il m'intéressait symboliquement de sortir du dernier rang de la classe où étaient agglutinés tous les enfants immigrés, les Arabes en particulier, et me rapprocher petit à petit du premier rang du tableau Mmh. et de montrer ma féroce volonté de m'en sortir. Ouais. Laissez-moi vous dire que mon père, il était content quand sur les carnets de notes, chaque mois, il voyait que son enfant était brillant et que c'était l'un des meilleurs élèves de la classe. Je faisais Mmh. beaucoup de choses pour rendre mes parents fiers de moi et heureux d'avoir fait un enfant comme moi. Donc, ce sentimentalisme-là vis-à-vis des parents m'a beaucoup aidé aussi Mmh. à trouver mon chemin, à apprendre très très vite dans ma vie l'accord des compléments d'objets directs Mmh. et de devenir, grâce à la langue, un bon petit français. Voilà. Et justement, vous aviez évoqué dans une de vos interviews comment votre père était réticent à quitter le bidonville. Vous racontiez l'histoire d'un de vos voisins qui avait emménagé dans la ville, si je puis dire, en appartement, et qu'il essayait de convaincre votre père de venir le rejoindre. C'est exact. Parce que ce petit village de Gaulois là, en terre romaine que nous constituions à l'époque, Mm, de paix, loin de la France, au milieu de la France, mais très très loin de la France et des Français. Et on était super heureux parce qu'on était autorisé à faire ce qu'on voulait pour les circoncisions, pour les mariages, pour la fête de la fin du Ramadan. Bref, on était dans ce petit village comme dans un village reconstitué de petites Kabylie. mm, Et là, bah, on était très heureux parce que déjà les enfants, on était bilingues, on parlait arabe et français, et que tout autour de nous, il y avait un environnement écologique mm, très propice à l'épanouissement des enfants. Des forêts, des arbres, un fleuve, le Rhône, qui passait pas très loin. Et puis, on avait un sentiment de liberté qui a rendu nos enfances heureuses. mm, Mais je ne vous cache pas néanmoins que dans les 25 familles où il y avait 8 enfants par famille, qui faisaient 200 enfants, 100 filles, 100 garçons, parmi les 100 garçons, 90 sont allés en prison. mm, Pourquoi? Parce que la valeur véhiculée par les familles dans ce bidonville, c'était celle de l'argent. Il s'agissait dans chaque famille de faire en sorte d'avoir le plus d'argent possible, le plus vite possible, pour pouvoir faire quoi? Eh bien, pour pouvoir retourner au bled, en vérité, mm, pour pouvoir construire là-bas, à Ithac, la maison du retour, et de repartir au pays brodé d'or, d'argent et de cartes de crédit. Et donc, nous avons grandi dans un environnement matériel où être heureux, c'était avoir de l'argent. Et c'est cela qui a fait que, à partir de 6, 7, 8 ans, les enfants du bidonville étaient envoyés par leurs parents mm, travailler dans les marchés hebdomadaires. Les jours où on n'avait pas école, travailler pour avoir un peu de sous qui venaient renforcer le budget de la famille. Aujourd'hui, quand vous voyez les Roms dans la rue, dans toutes les rues de France, avec leurs enfants, voire leurs bébés, c'est ce qu'ils font avec leurs enfants. Les enfants, très tôt, sont sollicités pour aller avec leur mère dans les villes quémander, voire plus. Et donc, cette façon d'utiliser les enfants dans une famille nombreuse pour arrondir les fins de mois, nous l'avons vécu et malheureusement, ça mm. entraîne les enfants sur un mauvais chemin. Quand on a 7 ans, 8 ans, il faut apprendre l'étape de multiplication.
les chefs-lieux de départements français. Il faut apprendre les affluents de la Seine, l'histoire des rois Louis, les récitations de Paul Verlaine. Non pas aller à 6 heures du matin travailler sur les marchés à vendre des salades et des fruits pour gagner quelques centimes à rapporter à nos parents. C'est l'école qui vous a sauvé, du coup, Azouz Begay. Mais surtout mon père, il était persuadé, lui, qu'il ne savait même pas signer son nom sur nos carnets de correspondance. Il était persuadé que c'était l'école, le savoir, qui allait nous sortir de la gadoue dans laquelle nous vécûmes. Voilà, il Et, avait raison. et justement, du coup, vous avez du coup été à l'école. Quel a été votre cursus après, du coup, le rythme normal, on va dire, c'est-à-dire au collège, lycée, etc. Qu'est-ce que vous avez fait après? Surtout, le plus important, c'est de savoir que j'avais un féroce appétit d'apprendre, d'emmagasiner, d'accumuler du savoir, de tout savoir par cœur. Je savais bien que j'avais des capacités incroyables de mémoire. Je pouvais mémoriser du latin, du grec, des tables de multiplication et réciter cela en cours comme si j'avais compris les choses alors que seulement je les avais enregistrées. J'étais très conscient, enfant, que j'avais ce talent de la mémoire, cette chance de la mémoire. Et c'est comme ça que j'aurais pu faire dans ma vie n'importe quoi, j'aurais réussi. Parce que je suis tellement tenace depuis que je suis enfant. Je veux comprendre, je veux éclaircir, je veux apprendre, je veux pas être prise à défaut dans mes connaissances et mon savoir. Et ce besoin de perfection a fait que j'aurais pu me lancer dans n'importe quelle discipline, j'aurais réussi à m'en Hmm. sortir et à participer au développement culturel dans cette discipline. La médecine, la justice, la physique, l'électricité, n'importe quoi. Chirurgien, archéologue, n'importe quoi. J'aurais, j'aurais Hmm. envoyé des sondes spatiales dans les galaxies, n'importe quoi. Quand on a envie et quand on crève de faim de vouloir apprendre et savoir et de ne jamais être pris à défaut, eh bien, on peut être garanti d'avoir une vie riche. Et moi, je me suis lancé au collège, je fais n'importe quoi, j'ai fait tout, n'importe quoi. C'est-à-dire, j'ai fait de l'électricité, un bac F3 électrotechnique. Et puis après, j'ai fait de l'économie parce que j'avais croisé une prof de français d'économie dont j'étais amoureux. Donc, je suis devenu économiste. Après, à la fac, je fais un doctorat de sciences économiques, mais fortement influencé par les études sociologiques et psychologiques. Donc, je suis devenu socio-économique, économiste. Et puis après, en 1985, 80, 84, 85, je suis rentré au CNRS dans une section qui croisait l'architecture, l'urbanisme et les sociétés. Hmm. Je suis devenu en 85 chercheur au CNRS et en 86 est paru mon premier roman, Le Gone du Shahaba. Et donc j'ai combiné tout au long de ma carrière cette double casquette de chercheur, d'intellectuel et d'écrivain. C'est-à-dire, je maîtrisais les émotions d'un individu et puis sa raison en même temps. Quand on est au chercheur, normalement, on essaie de tenir à l'écart de sa recherche ses Hmm. émotions, ses sentiments, ses affects. Et c'est ce que j'arrivais à faire assez bien. À tel point, aujourd'hui, si on me demandait de recommencer ma vie et quelles seraient les orientations que je prendrais, je ferais la même chose. Hmm. Non, je ne regrette rien. Ni le Et, bien, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Et justement, très tôt, vous commencez à aussi recevoir des menaces racistes. Et en cherchant l'interview, j'ai vu que Minute avait distribué dans votre boîte aux lettres des attaques contre vous en vous qualifiant d'ennemi de la France.
Vous l'avez toujours ressenti, ce racisme en France Oui, depuis que je suis né, ouais. Et comment... Depuis que je suis né, on est né avec ça, nous, les enfants de la génération 50-60. C'était Hmm, la fin de la guerre d'Algérie, Hugo. hmm, C'était l'angoisse, c'était la guerre dans nos têtes. Nos parents étaient morts de peur d'être arrêtés par la police, tabassés, exécutés, comme ce fut le cas le 8 mai 1945 à Sétif, d'où étaient originaires nos parents. On est né dans la peur et la violence. On est né dans la peur et la violence, et par conséquent, on ne se débarrasse pas de cela hein, toute sa vie. Quand on a grandi dans l'inquiétude et l'angoisse de ne pas être euh, un indigène là où on est né, c'est-à-dire hmm. d'être un étranger, un sale arabe, un bico, un bougnoul, un melon, un raton. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Je suis né avec ça et sans doute que je mourrai avec ça. Mais bon, si tel est mon destin, je l'accepte, je continue. Et vous aviez participé en 83 à ce qu'on a qualifié Bien de marche sûr, des à la beurs. marche pour l'égalité contre le racisme. J'étais là avec le père Delorme Hmm. et toute l'Église catholique protestante qui accompagnait les jeunes de Vaux-en-Velin et des Minguettes de Vénissieux dans leur volonté farouche de lutter contre le racisme et de, bon sang, de se débarrasser de ce poison horrible que 20 ans auparavant, Martin Luther King et tous les Afro-Américains de l'Alabama et du Mississippi avaient combattu contre les ségrégationnistes et les racistes. Nous, c'était 20 ans plus tard dans les cités de France. Donc, toute ma vie, en fait, a été matinée de ce combat Hmm. contre le racisme et le poison, c'est un sacré poison, le racisme, qui continue aujourd'hui à prospérer d'ailleurs. Ben moi, Hmm. oui, j'étais là, j'avais 20 ans, 25 ans, dans les années 80, qui étaient très fructueuses et prometteuses pour ce qu'on appelait l'intégration des enfants de l'immigration dans la société française. On a une question pour vous dans le chat qui dit: est-ce que ça vous paraît correct qu'en 2023, on utilise encore le terme de beurre quand on est blanc? Est-ce que ça vous choque, vous? Non, ça ne me choque pas. Non. D'accord. Bon, bah. Aux gens qui posent ces questions, faut leur dire il y a des choses beaucoup plus graves aujourd'hui. Par exemple, il y a une semaine, dans une ville que j'aime beaucoup, à Memphis, Tennessee, aux États-Unis, là où, le 4 mai 1968, a été assassiné d'une balle dans la tête Martin Luther King. Il y a une semaine, il y a un jeune black, un jeune afro-américain de 29 ans, Tyre Nichols, qui a été tabassé à mort pour une infraction de la route par des policiers, 5 policiers, tous noirs, qui ont tabassé Hmm. ce jeune noir et qui l'ont tué dans la ville de Martin Luther King, à Memphis, Tennessee. Dites-moi, ça c'est grave, parce que ça nous déboussole complètement de voir que même des Noirs aux États-Unis, policiers, sont devenus racistes et ne supportent plus les Noirs tellement ils ne supportent plus leurs conditions, en fait, d'hommes noirs dans la société américaine contemporaine. Eh bien, moi, qu'on m'appelle beurre ou arabe ou musulman ou immigré, aujourd'hui, je m'en contrefiche. Je ne prête plus attention à toutes ces appellations d'origine incontrôlée qui C'est polluent une belle expression, complètement, ça. qui polluent complètement le langage, les langages dans les réseaux sociaux. Et je demande aux uns et aux autres qui s'en offusquent aujourd'hui encore de laisser tomber ce combat de la sémantique. Il est vain, il est vain. Hmm. Voilà. Il y a beaucoup comme dans les affaires de, de rixes entre jeunes des cités et policiers, j'entends encore beaucoup le mot bico. C'est incroyable.
On est en 2022-2023. Mais il Hmm. est toujours là, les Oui. bicos. Bon, et ben voilà, ben, je m'en fiche. Et vous croyez que aujourd'hui, quand vous faites insulter de sale bico et que vous allez au commissariat en disant on vient de me traiter de sale bico, c'est un délit pénal, je voudrais porter plainte, vous croyez que les policiers vont accueillir ce que vous êtes en train de dire? Hmm. D'abord, ils n'ont pas le temps, et ensuite, ils vont considérer cette démarche comme absolument mineure et ne vont lui accorder aucun intérêt. Hmm. Je vous rappellerai, Hugo Couturier, on est en 2023, il y a 89 députés à l'Assemblée nationale qui sont du Front national. Moi, je n'appelle pas le Rassemblement national, Hmm. j'appelle le Front national. Pourquoi ils sont là, ces gens, ces députés? Parce qu'il y a une partie des Français qui est encore obsédée par cette question migratoire de la société. C'est une question qui hante les esprits depuis la fin des 30 glorieuses, en 1970-75, en gros. Vous voyez? On a rendu les autres, les migrants, les pas de chez nous, responsables de la crise économique à partir Hmm. du début du dépérissement de l'industrie française dans les années 70. Eh bien, c'est toujours la même chose. Dans l'esprit des gens, il y a beaucoup de mots, MAUX, de dysfonctionnements dans notre société qui sont dus à la surprésence, surreprésentation des gens issus des immigrations différentes. Eh bien, moi, je trouve que le combat des années 80 contre le racisme et pour l'égalité est passé à travers. Il a abouti à rien du tout, strictement rien. Et voire pire, il a exacerbé toutes les tensions et a amené à l'Assemblée nationale 89 députés du Front national qui sont quand même, dont le discours est teinté de rejet, de racisme, de violence contre les autres. Hmm. Vous voyez? Et on parlait de la police. Et moi, j'ai lu que quand vous vous y arrêtez par la police plus jeune, vous leur disiez plaît-il. Bien sûr, il ne faut pas leur dire wesh wesh aux policiers. Quand on m'arrêtait, qu'on me tutoyait, moi je parlais dans un langage tellement châtié bah, qu'il déboussolait les policiers qui souvent se mettaient en riant, ironiquement, à me vouvoyer avec mes 18 ans ou mes 20 ans. C'est-à-dire que la défense qu'on peut présenter contre des violences, et notamment verbales comme celle-là, c'est celle de l'utilisation d'un langage français extrêmement châtié contre lequel on ne peut rien. Hmm. Et combien de fois ai-je entendu dans ma vie, pour un étranger, vous parlez très très bien le français. Hmm. Et moi, je me défendais, je ne suis pas un étranger, je suis lyonnais, je suis né à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, et je suis français. C'est normal que je parle français. Et, et je peux même vous dire que je suis un expert des accords, des compléments d'objet direct depuis l'âge de 7 ans. Hmm. Alors là, ça Et en jette, hein. ah, là, ça rigole pas. Et justement, à l'époque, le jeune Azouz Begag, il se définissait comment politiquement à l'époque? Ben moi, j'ai jamais été embarrassé par les idéologies. En tant qu'économiste de l'université Lyon 2, je n'ai fréquenté que des gens de gauche, bien entendu. Quand on était enfant d'immigration, on ne pouvait pas être de droite. C'est-à-dire, on ne pouvait pas voter Valéry Giscard d'Estaing. Hmm. Ça, Ah, c'est sûr. ça nous rajeunit pas, Valéry Giscard d'Estaing. Hmm. Mais, mais c'est bizarre parce que moi, je suivais avec intérêt toutes les thèses marxistes du matérialisme historique et dialectique, toutes les thèses de l'exploitation de la classe des bourgeois contre la classe des prolétaires, des ouvriers. Je suivais avec intérêt tout cela, mais j'étais pas sensible. Je Hmm. ne croyais pas que la société, c'était aussi binaire entre les riches et les pauvres. Et que si les pauvres devaient s'en sortir, ils n'avaient qu'à prendre l'argent des riches. J'ai jamais cru à cela, moi. C'est pas si Et... simple. Ah ouais, Il y a beaucoup de pauvres dont l'objectif, c'est de devenir riches et de remplacer les riches ou de je faire sais partie pas. de l'équipe des riches. Moi, Peut-être. Hugo, j'ai une extrême chance dans ma vie familiale, dans ma famille.
On n'a jamais été obsédé par l'argent. Hmm. Jamais. Il n'y a pas de commerçants chez nous. Mes parents ont été des gens extrêmement humbles. Ils sont nés humbles, ils sont morts humbles. Ils n'ont accumulé aucun bien, ils n'ont laissé aucun héritage à leurs enfants. Et on s'en porte très bien parce qu'il n'y a pas eu de dispute entre les uns et les autres dans notre fratrie pour ramasser les miettes d'un quelconque héritage. Et donc, moi, je suis complètement libéré de cette question de la finance, du matériel. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une voiture, une Clio, qui date de 1999. Je l'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup aussi, et elle ne veut pas me quitter, voilà. Donc, je n'achèterai plus jamais une voiture parce que je suis fidèle à la mienne et je me fiche royalement des derniers modèles de SUV ou de je ne sais quoi. De toute façon, je prends de plus en plus mes jambes pour pouvoir me déplacer et les bicyclettes. Ah. Donc, je n'ai même plus besoin de voiture. Je m'en fiche. J'ai bien fait de ne pas dépenser mon argent à acheter des voitures. Donc, l'argent, c'est pas mon truc. Que des riches euh, emploient des gens modestes dans les grandes surfaces ou dans leurs grandes entreprises pour que eux, les riches, les propriétaires, fassent des bénéfices incroyables. Je me fiche royalement. S'ils sont riches, si leur objectif, c'est d'être richissimes et de tout paralyser, tout monopoliser, tout prendre, euh, tant mieux pour eux si c'est ça leur objectif. Moi, Hmm. je suis tellement heureux d'avoir été un créateur, d'avoir écrit des livres, de continuer et de marcher dans les rues et d'entendre dire par des passants, Monsieur, bravo, votre livre, il est génial, je l'ai lu. Ça me fait tellement plaisir d'avoir écrit Le Gone du Shabbat il y a 36 ans et tous les jours, Hugo, de rencontrer à Lyon, mais à Paris aussi, des gens qui me disent, ah, votre livre, Le Hmm. Gone du Shabbat, je l'ai étudié en classe au collège il y a 30 ans. Je l'ai fait lire à mes enfants. Et c'était une très belle chose, une très belle graine que vous avez semée, l'amour des livres et la fierté de nos origines. Mais ça vaut tous les Hmm. trésors du monde, ça. Ça a du sens dans une vie. C'est pas le sens du fric, du pouvoir, du matériel. C'est le sens des valeurs données en héritage à l'humanité. Et justement, bah, le pouvoir, on va en parler puisqu'on va arriver à votre parcours politique, puisqu'on est sur une chaîne qui parle évidemment d'actualité politique et qui fait de la politique. Bah, comment vous êtes entré en politique? Comment Azouz Begag, né à Lyon et qui a grandi C'est notre nouvel ami. dans un bidonville, est devenu ministre de la République? Ben, c'est surtout mon engagement militant contre le racisme et pour les banlieues dans les années 80 qui a fait de moi peu à peu une figure médiatique parce que je suis né là-dedans. Pire que ça, je suis pas né dans les immeubles de, d'habitat social, je suis né dans les bidonvilles, moi. Au gouvernement dans lequel j'étais, on n'était pas nombreux à être nés dans les bidonvilles. Il y avait plus souvent des enfants d'énarques ou des énarques eux-mêmes plutôt que des Hmm. Français issus des bidonvilles. Eh bien, ça, je veux dire, c'est une marque d'identité française très importante depuis 1789. À partir du moment où on a aboli le piston, le privilège, l'héritage par le sang, et qu'on a donné à tous les enfants de prolos, les gueux, les vilains, la possibilité par le système scolaire d'accéder à l'ascenseur social et de changer de classe sociale en acquérant les fondamentaux des savoirs, des connaissances, de la communication, eh bien, le petit Azouz, il est sorti de son bidonville pourri et il est devenu ministre en 1789. C'est ça. C'était pas réservé, la terre, Hmm. aux riches, aux seigneurs, aux rois. C'est désormais réservé mentalement à tous les enfants de France. Moi, je suis né en 1789. Eh ben, naturellement, j'ai l'impression, je suis l'incarnation de ce que doit être la France. Des types qui ont des talents, des mérites, qui bossent à fond pour pouvoir être plus intelligents et être utiles à la société dans laquelle ils vivent, et qui ont la niaque,
Parce que rien n'est garanti dans leur vie. Rien n'est donné. Et il va falloir arracher avec les dents, à la naissance, le cordon ombilical qui nous relie à notre classe sociale pour pouvoir se démerder et sortir du bidonville. Eh bien, c'est ce que quelques-uns avec moi ont fait. Et c'est ça la France. Bon sang, c'est ça la France. C'est pas les types qui naissent avec des cuillères en or dans la bouche et qui fréquentent l'école alsacienne autour du jardin du Luxembourg et qui deviennent ministres. Bon sang, c'est pas ça la France. C'est nous la France. C'est le peuple. Eh bien, moi, j'ai travaillé avec cette dynamique philosophique et sociologique avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac et j'en étais extrêmement fier. Parce que c'était la première fois qu'un enfant des bidonvilles accédait à la parole et à la démonstration que c'était possible. Il fallait verbalement, médiatiquement, rendre possible ces passages entre les pauvres et les lieux de pouvoir dans la société française. Alors la gauche m'en voulait, la gauche caviar, cette gauche qui pèse aujourd'hui 1,7%, hein, c'est socialiste. C'était les socialistes qui m'en voulaient. Dans cette ville de Lyon, terre traditionnelle du socialisme. Bon sang, vous vous rendez compte? Parce que j'étais, moi, un prolo des banlieues et des bidonvilles, je devais voter à gauche, parce que c'était là qu'étaient nos tuteurs. Nos parents, en gros, nos parents en politique. Et moi, je disais non, enfin, il y a d'autres domaines. La politique, c'est des gens qui font avancer des idées, la société, dans le sens qui me convient. Si c'était le sens qu'avaient décidé Dominique de Villepin et Jacques Chirac en 2005 en m'invitant à rentrer dans l'arène, eh bien, j'ai dit, mais bien sûr que je vais y aller. Et quand de plus, Villepin avait lancé son plaidoyer avec tant de panache aux Nations Unies contre les Américains qui voulaient entraîner le monde des alliés avec eux dans la guerre contre l'Irak, bon sang, et que l'Assemblée des Nations Unies s'est levée pour applaudir la France et Dominique de Villepin et Jacques Chirac, donc j'étais super fier d'être français, moi. Et quand Villepin m'a dit, allez, tu vas rentrer au gouvernement, j'ai dit oui tout de suite. J'ai déjà acheté un costume tout neuf et des chaussures à 300 €. C'était la première fois de ma vie. Je les ai pas mises, elles étaient trop chères. Vous les avez toujours ou pas, ces chaussures et ce costume? Non, elles ont vraiment pourri jusqu'à la racine. Hein. Je m'en suis débarrassé. D'ailleurs, ça fait 20 ans jour pour jour hein, que Jospin, donc De Villepin a tenu son discours à l'ONU. C'est en 2004, non? Ah, pour moi, c'était 2003. 2003, ouais. Il me semble. Bah, enfin bref. Et est-ce que vous vous souvenez... la classe, cette France-là, c'est la classe du panache. Est-ce que vous vous souvenez de l'appel qui vous propose dans le monde entier? Est-ce que vous vous souvenez de cet appel qui vous dit bonjour Azouz Begag, est-ce que vous voulez être ministre? Non, c'était pas ça exactement, Hugo Couturier. Villepin m'a appelé. C'était le lendemain qu'ils allaient annoncer le gouvernement. C'est Bruno Le Maire qui m'a téléphoné. Je crois que c'était le 5 juin. Il m'a dit Azouz, je te passe le Premier ministre. D'habitude, il dit Azouz, je te passe Dominique. On se tutoyait. Il me dit, je te passe le Premier ministre. Et Villepin me dit, Azouz, j'ai décidé de te nommer ministre de la promotion de l'égalité des chances dans le prochain gouvernement. Tu seras directement rattaché à moi, à Matignon. Rendez-vous demain matin à 9h à Matignon. À demain. Salut. Il a raccroché. Ah oui, il faut être prêt direct, quoi. Et je suis tombé dans les pommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais j'avais très peur de ce qui allait m'arriver. Non pas, c'était pas la fierté et l'allégresse qui me remplissaient à ce moment-là. C'était une énorme inquiétude parce que j'étais tout nu sur la scène et que j'allais en baver pendant longtemps parce que je n'avais pas les codes pour rentrer dans cette société d'un gouvernement. Et pour les plus jeunes qui nous regardent, moi, pour être honnête, en 2005, j'avais 7 ans. Donc, je ne regardais pas vraiment la politique à ce moment-là, en 2005. Mais dans le gouvernement de Villepin, il y a un certain Nicolas Sarkozy. C'est notre nouvel ami. Et on peut dire que le feeling n'est pas très bien passé avec Nicolas Sarkozy entre vous.
Non, parce que j'ai un instinct bestial, un instinct de bidonville, ou quand on est enfant d'immigrés arabes, maghrébins, ce que vous voulez, des bidonvilles, on développe très, très vite des antennes sensorielles immunitaires. Par exemple, quand on voit dans le regard d'un individu immédiatement s'il y a une lumière de l'hospitalité ou de l'hostilité, eh bien, on peut se défendre. Quand Hmm. c'est quelqu'un d'hostile qui arrive vers vous, il faut que vous le sachiez tout de suite dans un éclair de regard pour vous protéger. Et à l'inverse, quand c'est l'hospitalité qui est à l'œuvre dans le regard d'autrui, vous le savez aussi pour être plus calme. On a des antennes sensorielles, immunitaires, nous les enfants de pauvres et d'immigrés, qui nous protègent contre les autres, quoi, en gros. Et là, avec Nicolas, ça s'est mal passé tout de suite, quoi. Je sentais pas ce, Ouais. et parce que il me semble que j'avais déjà compris que cet homme-là, 2 ans plus tard, allait être le président de la République. En tous les cas, son ambition, disait-il, était tous les matins en se rasant. C'était horrible, c'était quelle idiotie, quelle histoire de buzz on préparait déjà. Et ça se prépare, ça, chez les communicants, hein. Ah oui, tous les matins, en me rasant, j'y pense. Voilà. Et bien, ce type allait faire, tout faire pour accéder au pouvoir. Et tout faire, normalement, en essayant de braconner sur les terres du Front National Hmm. pour essayer d'amener les électeurs de Marine Le Pen à l'UMP. Voilà. Eh bien, il ne s'est pas gêné. Et avec quel hameçon? Eh ben, l'hameçon de l'immigration, des banlieues, des jeunes, des musulmans, euh, quoi d'autre, de la racaille qu'il fallait Hmm. carchériser. On ne va pas se laisser faire. L'autorité française qui était enfin de retour à l'Élysée, ça allait barder. Plus rien n'allait être comme avant. Ça suffit le laxisme, ça suffit l'angélisme des gens de gauche. On va vous montrer maintenant ce que c'est que la sécurité qu'exigent les Français dans ce pays. Et il est arrivé comme ça. Sur son cheval, Hmm. là, qu'il faisait cabrer, comme Zorro, et il allait nous montrer. Hugo Couturier, quand vous pensez que ce type-là, aujourd'hui, il a 5 procès au derrière, qu'il est la honte de la justice française, et que plusieurs de ses ministres ont fait de la prison ou vont y aller, plusieurs de ses amis ont fait de la prison, notamment du côté de, de chez Balkany, vont y aller. Vous vous rendez compte? Ce type qui se présentait comme le chantre de la nouvelle société française, propre, nettoyée de toute forme d'insécurité, qui se retrouve aujourd'hui au port de la prison. Bravo Ouais. la France, bravo les arnaqueurs, bravo les braqueurs qui pensaient Ouais. utiliser les électeurs du Front National, qui l'ont fait d'ailleurs, pour aller, et en martyrisant davantage les jeunes des banlieues et en faisant des musulmans de France vraiment les boucs émissaires de sa stratégie. Voilà, c'est honteux, tout simplement. Ce type-là a institutionnalisé le racisme et l'islamophobie pendant son règne. Institutionnalisé. Brice Hortefeux, son ministre, avec les Arabes, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup, Hmm. ça pose des problèmes. Mais j'ai envie de dire, mais Brice, tu vois pas que tu as aussi 2 ou 3 procès au derrière, toi aussi, et que tu as trafiqué avec Kadhafi, avec Ziad Takieddine, des trucs immondes, immondes, qui ont discrédité la politique, la classe politique, avec vos magouilles. Et, Quel... et d'a- et d'ailleurs, en parlant de ça, dans une interview à la RTBF, vous évoquiez le fait que Takieddine vous avait raconté comment il nourrissait d'argent liquide les politiques en France. Ah, bien sûr, bien sûr. Je suis allé chez lui, il m'a raconté. Vous croyez que ce type, il s'amuse là à dire des sottises comme ça, c'est-à-dire à dire à la société française, j'ai transgressé les lois, mais comme je suis un homme courageux, ben je le dis quand même parce que je leur ai filé des millions et je le dis. Mm. La copine là, qui est allée, la copine de Sarko, la Mimi Marchand, qui est allée là-bas à Beyrouth pour obtenir la rétractation de Ziad Mm. Takieddine sur ses... Je ne sais pas si elle n'est pas en prison, elle aussi. En tout cas, elle a fait de la prison. Mais ces gens-là, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, bon sang. Et le pire, Hugo,
Le pire, c'est qu'ils ont nettoyé un pays de la surface du monde. Ce pays s'appelait la Libye. Il était tenu par un dictateur, un fou furieux, qui n'avait rien d'autre à faire que donner son argent à Sarkozy pour son élection présidentielle. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mm. Et que cette Libye-là qu'ils ont complètement détruite, tout le monde s'en contrefiche aujourd'hui. Ce pays n'existe plus. Il est livré à des bandes. Mm. Ils l'ont territorialisé. Je me souviens même qu'il y avait Bernard-Henri Lévy comme ambassadeur de France dans ce terrain de guerre. Mais c'est dingue. C'est incroyable ce qui s'est passé. Tout le monde s'en fiche royalement de la Libye et de Kadhafi aujourd'hui, alors que les auteurs de cette destruction sont toujours là, au port de la prison, mais ils sont toujours là. Et ils nient toujours. Ouais. Diable, c'est ça la politique. Après, on se demande pourquoi dans les banlieues aujourd'hui, il y a 90% d'abstention au moment des élections. Pas bon sens. Et vous avez pas. Enfin, Nicolas Sarkozy avait aussi très peu apprécié une de vos sorties. Quand quelqu'un, dans une réunion publique, vous reprochait les propos de Nicolas Sarkozy, vous aviez dit, mais ici, c'est Azouz Bega qui vous parle, c'est pas Azouz Sarkozy. Et ça, il a pas aimé du tout, du tout, du tout. Vous pouvez nous raconter? Bah oui, mais après, il m'a insulté, mais c'est dingue. J'étais dans le train. C'est un journaliste de Libé qui avait sorti ça. Je ne m'appelle pas Azouz Sarkozy. Et là, le cabinet de Villepin qui m'appelle et me dit C'est notre Azouz, nouvel ami. ton truc, il est mal passé auprès de Nicolas. Il est fou furieux contre toi et il va t'appeler. J'étais dans le train de Paris à Lyon. Je rentrais chez moi à Lyon. Et j'entends Sarkozy qui était à Madrid à ce moment-là. Il me disait ferme ta gueule, connard, hein, tu te fous de ma gueule quand je suis pas là, mais ça va pas se passer comme ça. Je disais, mais enfin, Nicolas, ta gueule, il me dit quand je parle, connard. Connard, il me disait, il me traitait comme ça. C'est dingue. Et à un moment, je voulais parler. Hugo, le TGV est rentré dans un tunnel. Ça a coupé. Oh là là. J'étais mort de peur à l'idée qu'il pense que je lui ai raccroché au nez. Oui, J'ai sûr tenté qu'il de doit pas aimer. rappeler après. Et bah, il n'y avait plus. Et le directeur du cabinet de Villepin m'a dit il faut que tu fasses un démenti, je ne sais pas quoi, pour Hmm. dire que les propos que tu as tenus n'étaient pas machin truc. Je l'ai fait, je dis les propos que j'ai tenus n'étaient pas machin truc, au revoir, monsieur, dame. Il me traitait de cinq connards. Pendant tous les conseils des ministres, le mercredi à 10h du matin, Brice Hortefeux, il mettait son doigt, son index sur son cou, il me mimait le sourire kabyle, c'est-à-dire le passage d'un couteau sous le cou. Brice Hortefeux, ministre, il faisait ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, un jour, Brice, je vais écrire un livre, je vais tout raconter ça. Ah bah, il me dit, écris-le, je le lirai avec plaisir. C'est des Bah, bandits. s'il est un jour emprisonné pour X ou Y raison, vous pourrez lui envoyer dédicacé bonne lecture. Ben, il le sait, le livre s'appelait un mouton dans la baignoire. Hmm. Et ce qui est très drôle, c'est que Nicolas Sarkozy avait été interrogé sur, je crois, enfin maintenant LCI? CNews, ouais, LCI, qui disait, Oui. mais je crois que je n'ai jamais rencontré Azouz Begag de ma vie. Mais il est fou, Steve, il est fou, hein. Il était fou. Il dit, ah ben, je ne sais pas de qui vous parlez, je ne l'ai jamais rencontré. Là, Mais j'ai vu qu'il manquait une case. ouais, ah, c'est sûr. Cache-toi, Mais petit con. ouais. Mais non, mais non, mais non, non. Mais pour revenir quand même, parce que là, effectivement, on a parlé de vos rapports avec le clan Sarkozy, mais est-ce que quand même, avec d'autres ministres de l'époque, vous avez gardé des bons contacts? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec d'anciens ministres de l'époque ou des membres de votre cabinet? Ah oui, bien sûr, des membres de mon cabinet, oui, bien sûr. Très bons souvenirs, très bons contacts. Avec Villepin, j'en ai gardé pendant un certain temps. Maintenant, ils se sont quelque peu dilués. Avec d'autres aussi, si je les revois, ce serait avec grand plaisir. Mm. Mais voilà, c'était des gens qui. Quand je pense à tout le mal que racontait Bruno Le Maire sur Nicolas Sarkozy, qu'il le méprisait, Sarkozy méprisait Bruno Le Maire, qui était directeur du cabinet de Villepin. Une fois, il a insulté à l'Élysée le maire devant la femme de Le Maire. Ah ouais. C'est Bruno Le Maire qui m'a dit ça.
Et qu'est-ce qu'il avait dit comme Rien insulte du tout, il s'est écrasé, il n'a rien dit. Il avait peur de lui. Et ensuite, Bruno Le Maire est devenu ministre de Non, mais l'Agriculture, je je veux crois. dire, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a dit à Bruno Le Maire? Il l'insultait pour je ne sais quelle paranoïa qu'il avait inventé, qu'il Hmm. avait, je sais pas, il disait n'importe quoi. Ah C'est un ouais, fou, ce type. Il n'était c'est. pas. Je le revois en train de faire une sortie sur une émission américaine, là, 61 minutes, 61 Mhm. minutes, où il avait commencé à parler. Puis ensuite, la journaliste lui a posé une question sur Cécilia Sarkozy. Il a dit, Ouais. je vous avais dit de ne pas poser de questions sur Cécilia. Il s'est levé et il est parti. Ah, sujet sensible. Et c'était à cette époque aussi où le type, le premier déplacement qu'il avait fait, c'est d'aller voir George W. Bush aux États-Unis. Quel signe politique grandiose, bon sang, ce fou furieux aussi, On, mon Dieu, on- qui lui, je crois, avait détruit de son côté, avait détruit l'Irak. Hmm, Qui se soucie aujourd'hui, Hugo, de l'Irak? c'est Qui vrai. se souvient de la capitale de l'Irak? Mais tout le monde s'en contrefiche. Une fois que les Américains, les amis de Sarko de l'époque, avaient nettoyé ce pays, dont ils disaient qu'il avait la troisième ou quatrième force armée la plus puissante du monde, nettoyée en 24 heures, hein, eh bien c'est fini. Ce pays n'existe plus et tout le monde s'en contrefiche. Comme la On, Libye. on vous demande, Azouz, quel avis avez-vous sur Nadine Morano? Ah, je l'appelle Naaddin Morano, avec l'accent de Lyon. Ah, ben elle était, franchement, elle était vraiment secouée, cette femme. D'une, d'un langage approximatif, de charretière. C'était scandaleux, Hmm. scandaleux ce qu'elle racontait. Mais cette femme était du côté de Metz, là-bas, de Nancy, était appréciée par ses électeurs. Je ne sais pas ce qu'elle devient, mais Bah, je c'était crois pas qu'elle la est grande élégance politique. toujours députée européenne de mémoire. Ah bon, elle n'est pas impliquée dans le Qatargate, là, non? Ah, je sais pas. Et vous aviez dit en 2006, quand vous étiez ministre dans On n'est pas couché, quand j'arrive à l'Assemblée, je pose mon séant sur les bancs des ministres, je me retourne, j'observe, il n'y a pas de femmes. Partout où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de démocratie. Est-ce qu'il y a du progrès Ah quand oui, même c'est bien, j'ai depuis... bien dit, là, j'ai bien parlé. Ouais, il y a du progrès quand même depuis 20 Ah ans. bah oui, bien sûr, il y a énormément de progrès. C'est même plus que du progrès, c'est une obligation légale Hmm. dans les listes électorales. Moi, je me sens bien quand il y a plein de femmes autour de moi, hein. Oh, attention, attention à ce genre de phrase après MeToo, ça peut être mal interprété. Attention. Ben non, là, on est dans une émission politique, non? Oui. Et quand il y a des femmes partout autour de moi, ben, je trouve ça d'une normalité rassurante. C'est comme quand il y a des gens issus d'origines et de couleurs de peau différentes. Hmm. Je trouve que ça, c'est une telle normalité que c'est celle-là que je recherche maintenant. Et quand elle n'existe pas sous mes yeux, cette normalité, je le fais remarquer. Ouais. Quand il n'y a pas de diversité, c'est une lacune, c'est un dysfonctionnement de la fluidité de la démocratie française. Je le dis avec beaucoup de liberté, comme j'aime en user quand c'est utile à la société dans laquelle je vis. Ouais. Et j'ai regardé beaucoup d'interviews à l'époque où vous étiez ministre. Vous étiez très en avance sur votre temps, quand même, sur le féminisme, la défense du droit des personnes handicapées, sur le Ouais. chômage des seniors. Est-ce que vous n'avez pas eu raison trop tôt, si je puis dire? Si, mes amis depuis 40 ans me disent ça. Je suis en avance très souvent, trop souvent, et les gens ne comprennent pas ce que je raconte parce que je capte des éléments de, des courbures de l'espace-temps d'Albert Einstein, c'est-à-dire des éléments informationnels qui ne se sont pas encore produits, mais dans des courbures telles que je les sens, je les vis, Hmm. et je les dis alors que le paradigme dans lequel elles doivent être dites, ces choses, n'est pas encore produit. Mais quand je le dis, ça fait vraiment étrange. Voilà. Eh bien, une fois que ça se passe, les gens ne me remercient pas parce qu'ils ont oublié que je l'avais dit avant. Ils ont oublié. Moi, j'avais Hmm. dit depuis fort longtemps, en rejoignant François Bayrou au Modem, après ma démission du gouvernement, que l'avenir était à la, à la rencontre entre des formes de gouvernement issues de droite et de gauche, et que le Modem préconisant ce type de dialogue à l'allemande un peu, hein,
entre le SPD et la CDU, un gouvernement de coalition. Je ne me souviens plus comment j'appelais ça, un gouvernement d'union ou un gouvernement d'union nationale, un GUN, voilà. Le GUN du sabbat, un gouvernement d'union nationale, où je voyais bien qu'il y avait des gens super intelligents et intéressants à l'Assemblée, au Sénat, dans les gouvernements, dans les mairies, et nonobstant leur appartenance politique, et leurs idées étaient formidablement généreuses et françaises et républicaines. Et je trouve ça tellement dommageable de voir que, de fait que vous soyez catégorisé droite ou gauche, la portée de vos engagements était limitée parce que vous êtes catégorisé. Et vous la avez dit décatégorisation, la dépolarisation, c'est exactement ce que Macron a fait. Et ça a marché. Vous auriez pu rejoindre Emmanuel Macron? Oui, oui, oui. Quand Hugues Rançon, qui était à la tête de la campagne de Macron, m'avait demandé lors d'un grand meeting à Lyon, où a été lancé le tremplin Macron, grâce au maire de Lyon, Gérard Collomb, ce 5 février, là, 2017, je ne me souviens plus. C'était quand la première élection de Macron? C'était 2012, 2017, ouais. 2017. Hein? Il a dû lancer sa campagne fin 2016 et début 2017. Voilà, là, moi, c'était le 5 février 2017, je m'en souviens très bien. Hugues Rançon C'était votre m'a téléphoné anniversaire, non, en plus? Comment? C'était votre anniversaire, le 5 février, en plus. J'osais pas le dire. Hugues Rançon m'a dit, Azouz, Macron vient au Palais des Congrès à Lyon, tu dois absolument venir parce que ta place est avec nous, tu es un type du centre. Bon sang, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais un engagement à Thonon-les-Bains pour parler de mon nouveau bouquin. Donc, je n'y suis pas allé. Et je pense que depuis cette époque, toute la Macronie m'a ignoré, quoi. Je n'étais pas là au moment où il fallait. Mais le pire, quand même, Hugo, c'est que ce qui m'attriste profondément et fondamentalement, c'est cette proximité qu'il y a entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Et là, ça pardonne pas pour vous. C'est honteux. C'est honteux. Ce n'est pas bien. Et Azouz Begag, ministre de Macron, ça aurait pu être possible, par exemple, ministre de la Culture? Ah oui, j'aurais bien aimé. C'est une autre lyonnaise qui m'a remplacé. Rima, qui vient de Lyon aussi, d'origine libanaise. Oui, bien sûr, tout ça, là, mais j'avais déjà travaillé avec l'UMP. Les socialistes auxquels je n'avais jamais adhéré me traitaient de sale traître, salaud de droite. Ensuite, j'ai quitté l'UMP sarkozyste, démissionné du gouvernement pour rejoindre le MoDem de François Bayrou. Les UMP sarkozystes m'ont traité de sale traître. J'étais très bien avec François Bayrou et Marielle de Sarnez. Je ne pouvais pas, après, tout d'un coup, encore me faire traiter de sale traître et rejoindre Macron. Parce qu'on m'aurait à nouveau traité de girouette et blablabla. Ça ne me plaisait plus, tout cela. Tous ces méchants-là qui se focalisent sur vous pour vous traiter de tous les noms de corbeaux. Ça ne m'intéressait plus. Je préférais la tranquillité de la littérature à ce moment-là. Bon, on arrive doucement déjà vers la fin de l'interview. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est là, mais c'est tellement intéressant de discuter avec vous. En 2006, vous disiez être un optiministre. Est-ce que vous l'êtes toujours optimiste? Pas du tout. C'est Martin Luther King, mon ami, qui avait dit je suis un idéaliste sans illusion. Et moi, au fur et à mesure du temps, je suis devenu un illusionniste sans idéal. Je vois bien, on est encerclé par ces gens-là, des illusionnistes sans aucun idéal. Franchement, quand on regarde sur les 10 ans à venir, quel est le moindre chantier pour la jeunesse, le moindre objet d'un futur rassembleur pour tout le monde, d'un futur porteur d'une énergie qu'on va développer pendant 10 ans. Il n'y a rien du tout, bon Dieu. Il n'y a rien du tout. Tout le monde est mort de peur aujourd'hui. Même l'environnement a peur de nous. Même la planète Terre a peur de nous, tellement elle ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée.
Avoir 18 ans aujourd'hui, c'est super dur. Être la proie des réseaux sociaux, c'est super dur. Être embarqué dans les tourbillons de l'immédiateté, de l'éphémère, de la violence sidérale qui se développe pendant un jour, une semaine sur les réseaux sociaux pour un oui, pour un non. C'est extrêmement violent. Je pense que tous les élus aujourd'hui, tous les gens qui sont à l'Assemblée nationale, portent eux aussi ces stigmates de la violence, et on l'a vu, on le voit souvent lors des interventions des uns et des autres, une violence inouïe se développe même au sein Mm. des assemblées démocratiques. Moi, je ne suis pas très optimiste, mais comme ça ne sert à rien d'être pessimiste, il faut donc être constructeur et continuer, pour ma part, Mm. d'écrire des livres, d'aller dans les écoles, d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin de parler, qui parlent avec moi et avec qui j'accorde du temps parce que j'en ai. Donc, ça ne sert à rien d'être pessimiste. Restons modestement optimistes avec les petites gouttes de projets d'avenir que les uns et les autres portons en nous-mêmes. Et vos baskets, est-ce qu'elles sont toujours trouées, monsieur le ministre? Exactement. Ce matin, il y a un type au sport qui m'a dit, tu sais, tu devrais changer tes baskets parce qu'elles commencent vraiment à être trouées de tous les côtés. Parce que pour expliquer, quand vous étiez ministre, vous avez expliqué que le week-end, quand vous étiez ministre, vous alliez courir chez vous avec vos baskets trouées pour, on va dire, rester dans le réel. Exactement. Et je suis toujours comme ça, moi. J'ai jamais oublié mes parents, mon bidonville, mes amis d'infortune. C'est le monde dans lequel je me sens bien. J'ai visité tous les mondes là-bas en haut, hein. J'ai tout vu. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. On a un chemin à suivre, ce chemin qui va de soi à soi-même, en nous, dans nos crânes, dans nos cerveaux, dans les milliards de bactéries qui nous habitent. Ce chemin, il faut l'écouter, il faut le suivre. Et c'est celui que j'aime quand je chausse mes baskets pourries, parce que ce sont mes baskets. Elles me connaissent comme ma Clio. Elle me connaît, je la connais, on est fidèles les uns aux autres et on avance vers l'au-delà ensemble, tranquillement, sans avoir triché avec Hmm. celui qu'on est et celui que l'on doit devenir. En 2011, vous racontiez que pendant un tractage, une dame a jeté votre tract en vous disant: vous vous présentez en France, mais est-ce que nous, on se présente en Algérie? Ah, j'aime les gens. Franchement, j'aime les gens, j'adore. Même quand ils tiennent ce genre de propos? Mais bien sûr, c'était génial. Mais je lui dis, mais madame, je suis ministre français. Oui, mais elle me dit, répondez à ma question quand même. Nous, on ne va pas se présenter en Algérie, mon Dieu. Pourquoi vous venez vous présenter chez nous? Et Oh, cela dit, Hugo, il y a un gamin qui m'a dit un jour, monsieur, c'est vrai que vous êtes né dans un bidon d'huile? c'est mignon. J'ai dit oui. Il me dit, mais comment vous vous en êtes sorti? Ben, j'ai dit, grâce à l'école. Donc, du coup, il n'arrête pas de travailler 12 heures par jour à l'école au lieu de Oh 2. bah tant mieux. Et on a une question pour vous dans le chat. Comment vous jugez les nouvelles formes de radicalité d'aujourd'hui? Les marches pour le climat, l'activisme, les blocages politiques ou les gilets jaunes? Ah, il y a un moment, il faut mettre des coups de pied dans le mur pour que ça Ouais. s'arrête. Là, par exemple, j'ai très envie que cette pseudo-guerre là, entre l'Ukraine et la Russie s'arrête, parce que l'armée russe ne pourra jamais être vaincue, bon Dieu. C'est pas un combat qui doit se terminer sur le front, ça. Hmm. C'est un combat qui devra se terminer par la paix et par les discussions diplomatiques. Donc tous les jours, j'entends dire que des chars léopards ou je ne sais pas quoi vont quoi, arriver là-bas sur le front pour continuer cette guerre qui ne doit pas être, ça me rend malade. Parce que vous verrez, l'issue sera la paix, les négociations, tôt ou tard. Hmm. On le sait tous. Et c'est Zelensky qui est toujours habillé dans son treillis de guerre, là, il me fait peur. Parce que j'ai l'impression que c'est un militaire, un soldat, qui, partout où il va, veut des armes, des avions, non pas pour défendre l'Ukraine, mais c'est pour attaquer la Russie et vouloir dézinguer les Russes. C'est pas possible. C'est encore la peur, l'angoisse permanente. Vous voyez? Hmm. Alors, toutes ces informations anxiogènes, là, normalement, elles ne doivent pas nous rendre très optimistes.
Franchement, je ne sais pas combien coûte un char Léopard 21 là, allemand. Je Mais quand pense je que ça pense à coûte tous les plus que gens mon qui ont PEL. ça dans notre pays, mais pas seulement dans notre pays, des Hmm. milliards d'individus en Chine, en Afrique, en Inde, qui crèvent la dalle, qui n'ont rien à manger, bon Dieu. Des enfants qui n'ont pas de basket troué pour aller à l'école parce qu'ils vont pieds nus. Eh bien non, il y a une partie du monde qui est là, braquée sur l'armement, les machins M28, 37, Léopard 18, les AMX, je ne sais pas quoi, et qui dépensent tant d'argent, tant de milliards d'euros et de Hmm. dollars pour semer la mort. C'est dingue ce monde pourri dans lequel on vit. Il faudrait que ça s'arrête. Et bon, on arrive à la fin de l'interview, ça fait déjà 1 heure et il y avait encore plein de questions de ma part et dans le chat. Mais est-ce que vous avez déjà été invité de chez Bernard Pivot? Ah, je n'oublierai jamais cela. Jamais de ma vie, j'oublierai ça. Dans l'immeuble où j'habitais, à la cité de la Duchère, mais des dizaines de gens sont venus à 9h30 du soir sur France 2, dans la télévision, devant la télévision de ma famille, analphabète non francophone, hein, mes parents. Hmm. Rappelez-vous, analphabète non francophone. Ils étaient tous branchés sur Abou Strouf. Abou Strouf. Et du coup, vous aviez répondu au questionnaire de Pivot. Eh bien, nous, sur Pure Pause, on a aussi un questionnaire de Pure Pause un peu sur cette forme-là. C'est une dizaine de questions très rapides sur voilà, la politique. Et vous nous répondez voilà, comme ça. Si vous étiez un homme politique vivant ou décédé, Azouz Begag, lequel ce serait? Un homme politique vivant ou décédé? Ouais. Ah, il s'appelle Frédéric Douglass, américain, 1848. Et qu'est-ce qu'il a fait pour, pourquoi lui, du coup? Un ancien esclave Hmm. libéré par lui-même, par son intelligence. Il s'est mis à bosser, à étudier, à lire. Il était analphabète. Il est devenu très cultivé et il a retrouvé sa liberté d'esclave en étant un homme de culture. Et il s'est présenté aux élections américaines en 1848 avec comme vice-présidente une femme. C'était la première fois que ça. Il était un peu noir, un peu blanc, lui. Hmm. Et il avait une devise je vote pour tous les gens qui font la promotion du bien et contre tous ceux qui font la promotion du mal. J'ai trouvé La... que c'était une formule qui me correspondait. D'accord. La pire Frédéric Douglas. Frédéric Douglas, la pire personnalité politique française vivante ou décédée? Ouais, franchement, pour moi, c'est Nicolas Sarkozy. Je crois qu'on avait compris pendant l'interview. Le texte de loi que vous auriez aimé défendre à l'Assemblée nationale ou un texte de loi qui n'a pas encore été déposé? Ah. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Le discours politique que vous auriez aimé prononcer ou écrire? Bien sûr, c'est celui de Villepin aux Nations Unies. La phrase ou la rencontre qui vous est marquée politiquement? Ben, la phrase, c'est Azouz Bega qui arrive au gouvernement et qui dit je ne serai pas l'arabe qui cache la forêt. Très bien. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Ben, je déteste la grossièreté. Le Je pire, déteste la ouais. grossièreté. Le pire argument entendu durant votre carrière politique? Ah, ouais, je citerai peut-être celui de Brice-Hortefeux, là, avec, Hmm, quand ils sont pas nombreux, quand il y en a qu'un, ça va. hmm. Quand il y C'est en quand il a y en a beaucoup, beaucoup. là, ça pose des problèmes. Le Quel meilleur. salaud! Non, mais quel salaud, parce que j'ai envie de dire, c'est quand il y a des gens comme toi, trop nombreux dans la société française et dans le cénacle politique, que ça Hmm, pose un vrai problème démocratique. ouais. Le meilleur compliment qu'on vous ait fait en tant que ministre? Ah, on vous regrettera quand vous serez mort. Et le livre qu'un ministre doit avoir sur sa table de chevet? Ah, Pour vous qui êtes un homme de lettres en plus. Le Gon du Shabbat? non, c'est Crin Blanc. Non, c'est euh, euh,
Crin blanc ou Cro-Blanc, non? Cro-Blanc, ouais, c'est Cro-Blanc de Romain Gary. Eh bah parfait, bah c'était merci Azouz Begag d'avoir répondu au questionnaire de Pure Pause et d'avoir répondu à mes Ouais. questions et aux questions du chat, c'était super intéressant. On a Camille qui nous dit interview vraiment intéressante dans le chat, on nous dit. Et bah merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Azouz Begag Ah, merci. et À la prochaine. à la Salut. Des gros prochaine. coups de Au coucou. revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Donc voilà, c'était l'interview avec